Vous écoutez Télé-Soleil. Quelle est la réalité des violences faites aux femmes en Gaspésie et aux îles de la Madeleine? Entre précarité économique et divers types de violences, comment les femmes de notre région font-elles face à ces défis? Dans cette entrevue, nous explorons la situation actuelle, les ressources disponibles et les mécanismes de prévention et de soutien existants. Pour une perspective approfondie, on prend le temps d'en jaser avec Nastasia Williams, coordinatrice à la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Si tu pouvais nous faire un reflet de la situation. Quand je parle de reflet, c'est sûr que ce qui nous connecte aujourd'hui, c'est les 12 jours d'action contre les violences, faites aux femmes en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. Mais c'est quoi la réalité sur le terrain? Peut-être quand on est un peu moins concerné, on a l'impression que ça n'existe pas ou peu. Comment est-ce que toi, tu nous reflèterais la situation réelle sur le terrain? Premièrement, je commencerai en disant qu'il existe plusieurs types de violences. Celle qu'on connaît la mieux, je dirais, c'est souvent les violences qui sont d'ordre physique. C'est souvent celles qui attirent le plus l'attention. Puis, ça va de donner un coup de poing dans un mur, dans une discussion, à frapper carrément une personne, au féminicide qu'on a vu, par exemple, dans les dernières... depuis toujours, mais on en a vu beaucoup dans les dernières années. On en a notamment eu deux sur le territoire de la Gaspésie dans les dernières années. Donc ça, c'est des violences physiques, mais il y a aussi les violences sexuelles, desquelles on a aussi beaucoup parlé dans les dernières années. Donc, des agressions à caractère sexuel qui peuvent aller d'attouchement, qui prennent différentes formes elles aussi. Il y a les violences qui sont d'ordre psychologique, puis les violences économiques. Puis souvent, en fait, dans une relation où il va y avoir des violences, il peut y avoir plusieurs formes de violences qui se font de façon concomitante. Donc ça, c'est le premier élément que je souhaitais mettre sur la table. Si on pense à la région de la Gaspésie des îles de la Madeleine, la prévalence, en fait, on est dans les mêmes pourcentages, en fait, que le reste du Québec. Donc, ici aussi, c'est un phénomène qui est important. Les femmes de notre territoire sont à risque de vivre des violences au cours de leur vie. On sait par ailleurs que les maisons d'aide et d'hébergement du territoire sont régulièrement en surcapacité. Donc, c'est pas un phénomène isolé. Ceci dit, si la majorité des femmes vont à un moment ou à un autre de leur vie vivre une forme ou une autre de violence, donc qu'elle soit physique, sexuelle, psychologique ou économique, bien évidemment, la violence physique est un peu moins importante. Ceci dit, les mécanismes de la violence, donc, tu sais, ce qui réfère à, par exemple, des mécanismes de contrôle, tu sais, par exemple, le fait de contrôler la personne, ses déplacements, son budget, ses activités, ses relations, bien ça, c'est quand même pas mal plus répandu. Il y a des réalités qui sont spécifiques à notre territoire. Donc, par exemple, le fait d'avoir des grandes étendues de territoire, les maisons d'hébergement, il y en a une à Saint-Anne-des-Monts, il y en a une à Gaspé, une à Pabot, puis une à Maria, une aux îles de la Madeleine. Donc, tu sais, des fois, quand on habite entre deux maisons d'hébergement, ben, si on a à sortir rapidement d'un foyer, ben, ça peut être un obstacle quand même, la question du déplacement. Tu sais, souvent, les femmes vont sortir de leur maison avec ou sans leurs enfants très rapidement quand elles ont une opportunité. Or, si à ce moment-là, ben, il y a un enjeu de transport, si elles n'ont pas accès à un véhicule, ben, ça peut compliquer, par exemple, une sortie. Puis, on a aussi la problématique qui est liée à l'habitation.
Donc, en ce moment, ben, on le sait, il y a très peu de logements disponibles. On a des taux d'inoccupation qui sont autour de 0%. Donc, pour les personnes qui souhaitent sortir d'un foyer violent, ben, c'est un obstacle. En ce moment, on voit sur notre territoire qu'il y a des femmes qui restent ou qui retournent dans des foyers où il y a de la violence parce qu'elles n'ont pas d'alternative. Ah oui, d'accord. Bah, merci de définir c'est quoi la violence déjà, parce que c'est vrai que je comprends qu'il y a beaucoup de subtilité, et puis des fois dans la frontière bon, entre la violence réelle et concrète et visible, il y a celle qui a l'air d'être très subtile, et des fois on est dans une frontière où peut-être on sait même pas que c'est là, mais on subit quand même quelque chose. Est-ce que à partir de ce moment-là, quand on commence à avoir peut-être des petits drapeaux rouges qui s'allument ou des alarmes dans le cerveau, c'est quoi les démarches qu'on peut faire si on a des questionnements justement pour les gens qui nous écoutent ou qui ont des doutes tout simplement et qui voudraient La justement première, sentir la première ouais. la première chose à faire, c'est d'en parler à une personne de confiance. Donc, de rompre de ne pas garder ça pour soi. Un des mécanismes liés aux violences, c'est le fait de, de, de perdre confiance progressivement en soi, en son jugement, en sa capacité de bien lire la situation. Donc, des fois, d'avoir un regard extérieur d'une personne complice, une amie, un ami, un frère, une sœur, un parent, ça peut être une façon de valider, tu sais, est-ce que c'est normal ce comportement-là? Est-ce que c'est normal que je me sente pas bien dans cette situation-là? Donc, tu sais, de le confier, c'est déjà une bonne chose. Ceci dit, on a des ressources extraordinaires sur le territoire. Dans les maisons d'hébergement, les CALAX et les centres de femmes, en fait, qui ont des ressources qui sont spécifiquement formées. Puis, tu sais, faire appel à une maison d'hébergement, ça ne veut pas dire d'aller habiter à la maison d'hébergement. Dans certains cas, ça va être ça, mais il y a aussi des services externes. C'est possible de simplement parler avec une intervenante qui va nous aider à identifier, tu sais, est-ce que ce que je vis, c'est un conflit ou c'est de la violence? Est-ce que ce que je vis, c'est, par exemple, une différence ou quelqu'un qui est en colère ou qui se fâche, ou est-ce que c'est de la violence? Hmm. Donc, ces personnes-là sont formées puis peuvent nous aider à distinguer ce qu'on vit, peuvent nous aider à nous aiguiller sur c'est quoi nos pistes, les pistes de solutions qui existent pour adresser ces situations-là. Puis elles peuvent nous accompagner pour la suite des choses. Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on fait le constat qu'il y a de la violence dans notre foyer, dans notre relation de couple? Par exemple, quand on parle des agressions à caractère sexuel, ben souvent, on peut vivre plusieurs formes de violence au sein d'une relation. Puis les agressions à caractère sexuel, ben, les CALAX sont particulièrement outillés. Le CALAX La Bombe sur le territoire de la Gaspésie est particulièrement outillé pour la même chose, en fait, pour être en mesure de, distinguer est-ce que ce que j'ai vécu, c'est des rapports sexuels de nature égalitaire ou est-ce que c'est une agression à caractère sexuel? Puis si c'est le cas, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il y a des services d'accompagnement. Les centres de femmes ont vraiment aussi des superbes ressources, mais aussi offrent l'occasion des fois de mettre en commun, donc de partager ce qu'on a vécu. Donc, ça peut être individuel ou collectif selon nos besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à ces ressources-là qui ont vraiment une expertise, là. D'accord. Puis justement dans votre communiqué, les informations que vous donniez, il y avait comme un lien entre précarité économique et puis qui affecte spécifiquement peut-être plus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un niveau, au niveau de notre situation économique, on serait plus porté à vivre ça ou là, ça se vit plus spécifiquement dans les familles qui ont une précarité économique plus difficile? Ben, c'est pas nécessairement que c'est plus vécu dans les familles. Ça peut vraiment arriver dans tous les foyers, là. Il y a des familles très aisées dans lesquelles il va y avoir des violences. Ceci dit, quand on est en situation de précarité, on est parfois plus vulnérable parce que de sortir est plus difficile. Par exemple, dans le contexte actuel où on a un taux d'occupation de 0%, des logements,
ben, une femme qui a peu de moyens, ça peut être plus difficile encore que celle qui a, par exemple, un très bon accès à un très bon revenu, puis qui peut se payer, par exemple, le seul logement qui reste dans la communauté, puis qui coûte très cher, tu sais. Donc, tu sais, puis évidemment, ben, tu sais, là, on parle de précarité économique, mais tu sais, on sait qu'il y a, par exemple, on a de plus en plus de femmes immigrantes racisées sur notre territoire. Ben, si on est précaire économiquement, puis qu'en plus, on fait face à du racisme, puis que le logement qui reste ou les deux logements qui restent, ben, les propriétaires sont hésitants à nous les louer parce que ils ont des préjugés par rapport, par exemple, à quelqu'un qui est d'origine africaine. Ben là, ça fait un obstacle supplémentaire. Donc, la question des inégalités sociales, elle est vraiment elle est liée réellement à la question des violences, mais pas sur le fait de vivre des violences. Vraiment sur comment est-ce qu'on peut prendre du pouvoir sur sa vie pour sortir des violences. D'accord. Et c'est dit, on considère aussi que les inégalités sociales, puis le fait, par exemple, que les femmes soient surreprésentées parmi les personnes qui vivent des violences, mais qui vivent en situation de pauvreté aussi, c'est en soi une violence. Donc, à cause de ce lien-là aussi, mais parce que ben, le fait de vivre en situation de pauvreté ou de précarité, ben, c'est aussi une attaque à la dignité. Ce qui peut... c'est ça. On accepte, par exemple, en ce moment que les femmes... on peut prendre l'exemple du Front commun. On accepte en ce moment que les infirmières, les travailleuses du réseau de la santé, celles du milieu de l'éducation aient des offres salariales qui soient en deçà de l'inflation, donc qu'elles s'appauvrissent pour faire leur travail, alors que parallèlement, ben, par exemple, les députés ont une augmentation salariale de 30 ou les corps policiers, dans le fond, ont eu une augmentation qui est au-delà du 20 Donc, ça, c'est aussi de maintenir des personnes dans des situations de précarité économique. Puis, en faisant ça, ben, on les expose aussi à des violences ou on les rend plus vulnérables dans des situations de violence. Je voulais aller tranquillement justement vers dans le fond, les actions qui vont être menées pour ça. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser la population à ça? Je sais que le thème de cette année, précarité genrée, violence ignorée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement? Bah là, tu nous as parlé un petit peu justement de toutes ces inégalités, comment ça peut impacter justement essayer de la sortie de ça. Mais nous parler un peu du thème et puis tranquillement parler un peu des 12 jours, vers quoi on s'en va et comment est-ce qu'on peut sensibiliser justement la population à ça? Dans le fond, c'est ça. Le thème, dans le fond, c'est comme une façon d'aborder les violences dans leurs différentes formes. C'est une façon de parler des inégalités, donc du fait qu'on n'est pas toutes égales face aux violences. Quand on a, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, quand on a accès à des moyens qui soient financiers ou qu'on est traité de façon égale dans notre société, ben si on a un pépin dans notre vie, on peut sortir d'une situation qui est problématique. Quand on n'a pas ces moyens-là, ben c'est plus difficile d'en sortir. Puis le fait d'ignorer en fait les inégalités, de notre point de vue, est en soi une violence. De fait de ne pas reconnaître, par exemple, le fait que les femmes qui vivent avec un handicap sur notre territoire et ailleurs au Québec vivent avec moins de 10 000 $ annuellement en moyenne, alors que les hommes qui sont dans cette même situation-là ont un revenu annuel en moyenne d'autour de 20 000. Ben pour nous, c'est une forme de violence. Non seulement ça expose, je pense que c'est important de dire, non seulement ça expose à des violences, mais c'est en soi une violence. Donc, de reconnaître la moindre valeur d'une personne, de comme accepter le fait que certaines personnes ont une moins grande valeur, puis leur dignité, en fait, a moins d'importance, c'est en soi une violence. Donc, pour s'inscrire, en fait, dans ce thème-là, les différents groupes de femmes du territoire ont fait des programmations qui
vont de campagnes de sensibilisation sur Facebook, sur les médias sociaux de façon générale, à des activités comme par exemple au Calax La Bombe, Gaspésie, et avec Centrel, il va y avoir une projection documentaire Ces femmes que l'on tue pour le 6 décembre, qui est la commémoration de l'attentat antiféministe Polytechnique. Il va y avoir aussi aujourd'hui, en fait, le 29 novembre à 11h30, il va y avoir un dîner de discussion sur le thème des violences, donc avec Monique Caron de la Maison Louise-Amélie et Isabelle Cyr du Calax La Bombe Gaspésie. Ça va être l'occasion de discuter de leurs expertises, de ce qu'elles observent sur le territoire, mais aussi de discuter, de poser des questions, etc. À Bonaventure, au Centre de femmes, Femmes en mouvement, il va y avoir une soirée commémorative pour le 6 décembre. Et il va y avoir aussi une activité aussi commémorative le 6 décembre au regroupement des femmes Côte de Gaspé. C'est par contre important de s'inscrire en ligne pour pouvoir participer. D'accord. Alors je voulais parler un petit peu aussi on en a parlé un petit peu au début là, mais pour les personnes qui nous écoutent au niveau des ressources et du soutien, est-ce que c'est en fonction bon là la région qui nous concerne spécifiquement, c'est plus la Haute-Gaspésie, mais est-ce que il y a des organismes spécifiques pour ça, ou y a-tu un numéro général ou comment est-ce qu'on pourrait justement trouver l'information? Le site web du Calax La Bombe Gaspésie est une bonne ressource pour ce qui est des agressions à caractère sexuel. Il y a beaucoup d'informations sur ce site-là. Il y a le site Internet aussi SOS Violence Conjugale, qui est un site où on a beaucoup d'informations pour comprendre, dans le fond, c'est quoi les différents types de violences, comment on les identifie. On peut, il y a une ligne d'écoute aussi à ce niveau-là. Mais, en Haute-Gaspésie, la Maison Louise-Amélie, qui est à Sainte-Anne-des-Monts, c'est vraiment la ressource pour les violences à caractère conjugales ou post-séparation, hein, parce que, souvent, même quand on sort malheureusement, le moment de la sortie d'un foyer violent peut aussi être un moment de violence, le moment de la séparation. Donc, c'est une maison d'hébergement, donc où est-ce qu'on peut aller si ça va pas physiquement. Mais c'est aussi un espace où il y a la possibilité de parler avec des personnes intervenantes. Mais de façon générale, les personnes qui ont des questions, des doutes peuvent aussi, si elles ne sentent pas qu'elles ont une personne de confiance à qui elles peuvent se confier autour d'elles, elles peuvent aussi s'adresser, par exemple, à leur médecin de famille, à une infirmière au CLSC. Puis ces personnes-là sont en mesure aussi de référer à une bonne ressource, au bon endroit. Là. Mais l'important, c'est vraiment d'en parler à une personne qui va être capable de protéger la confidentialité puis de nous référer vers la bonne personne. Mais le premier geste devrait être d'aller vers les maisons d'hébergement puis les organismes qui travaillent auprès des femmes qui, elles, sont vraiment outillés, formés pour nous aider à identifier les violences, mais aussi à réfléchir sur la marche à suivre pour la suite des choses. Puis toi qui es beaucoup sur le terrain puis en contact avec tous ces organismes-là, je voulais te demander, est-ce que avec le temps, tu parlais tout à l'heure, ça m'interpellait là, qu'il y avait eu 2 féminicides justement en Gaspésie entre autres. Est-ce que c'est quelque chose où on va vers un mieux, ou c'est peut-être même l'inverse, c'est de pire en pire chaque année? Est-ce que ça reflète quoi au niveau de la société québécoise, ça? Et puis est-ce que les organismes se sentent soutenus au niveau gouvernemental pour pallier à ça? Mais malheureusement, on n'est pas dans une situation où on voit une diminution des violences. Je pense qu'on est peut-être mieux outillés maintenant, si on compare à il y a quelques décennies, pour identifier c'est quoi les violences, mais encore aujourd'hui, je sais pas, vous pouvez faire l'exercice, et puis je pense que les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, c'est un bon moment pour en parler. C'est sûr que c'est des sujets lourds, mais d'en parler, on se rend compte que
souvent, il y a plusieurs personnes autour de nous qui l'ont vécu, que ce soit des agressions à caractère sexuel, les violences dans un contexte conjugal. C'est plus répandu qu'on pense. Il y en a beaucoup, puis on voit des nouvelles formes qu'on voyait pas. Par exemple, en ce moment, on voit beaucoup chez les jeunes ce qui se passe à travers des agressions à caractère sexuel ou de la sextorsion à travers les médias sociaux, à travers les technologies, l'utilisation des technologies. Par exemple, une photo qui a été prise d'une jeune fille nue, qui a été envoyée dans une relation qu'elle pensait égalitaire, puis qui finalement, par la suite, est utilisée pour extorquer la personne, soit contre de l'argent, contre des rapports sexuels, contre différentes choses. C'est des choses qu'on voyait pas avant, puis qui sont en augmentation. On voit aussi ce qui relève de l'exploitation sexuelle des jeunes. Donc, on voit du recrutement de mineurs en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, à travers les médias sociaux. Donc voilà, il y a des phénomènes nouveaux. Puis on voit par exemple que les jeunes, il y a encore un travail de souvent on va penser que les violences, c'est comme quelque chose qui est au moment de l'âge adulte, par exemple, ou qui est au moment de des femmes qui ont comme un profil type, si on veut, mais ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'encore aujourd'hui, les jeunes qu'on aurait pensé peut-être plus sensibilisés ou plus outillés, sont encore nombreux à dire avoir vécu dans l'adolescence, dans leur tout premier rapport amoureux, des expériences qui vont relever de la violence, qu'elles soient sexuelles, psychologiques, économiques ou physiques. Donc, il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire, notamment d'éducation au rapport égalitaire. On peut penser par exemple aux gestes de contrôle. On sait qu'avec les technologies, on a accès aussi à la possibilité de contrôler. Ça donne la possibilité aussi de contrôler son conjoint, donc de suivre avec les outils de localisation, par exemple, des éléments comme ça. Ça se transforme. Il y a des nouveaux mécanismes, mais il n'y a pas de diminution des problématiques de violence. Puis à preuve, dans le fond, les maisons d'hébergement sont toujours aujourd'hui en surcapacité. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, comme l'ensemble des organismes communautaires ici ou ailleurs, il y a un sous-financement chronique dans les organismes communautaires. Il y a eu des rehaussements, heureusement, dans les dernières années, avec dans les maisons d'hébergement, mais aussi dans les CALAX. Ceci dit, tout le travail de sensibilisation, de formation qui est fait en partie par ces organismes-là, mais aussi par exemple, il y a un travail d'éducation, de travail sur les mentalités qui doit être financé, qui doit être mieux financé. On pense à des organismes comme le nôtre, la table de concertation des groupes de femmes. Nous, on fait un travail qui est plus de l'ordre de la collecte de données, de la sensibilisation, des formations. Puis nous aussi, on n'a pas notre financement à la mission n'est pas suffisant là. Donc, ce qu'on souhaite, en fait, c'est une augmentation des ressources pour être en mesure, de répondre à la demande qui est, les maisons sont en surcapacité, il manque de place, puis dans certains cas, ça fait que soit il va y avoir trop de personnes dans les maisons, soit il va y avoir des femmes qui vont retarder, par exemple, leur arrivée ou parce que, évidemment, vivre dans un lieu qui est surpeuplé, c'est moins attrayant. C'est pas toujours le cas, là, mais il y a des périodes d'achalandage. Donc, ça, puis il y a besoin de financement pour les maisons de deuxième étape parce que, le séjour en maison d'hébergement, c'est 3 mois approximativement. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, sur le territoire, on voit apparaître des maisons de deuxième étape où les femmes peuvent aller suite à leur séjour en maison d'hébergement pour se rebâtir avec un peu moins d'intensité de service. Donc, il y a un besoin de financement, mais il y a aussi, puis nous, c'est ce qu'on observe, un immense besoin de sensibilisation, de formation, notamment dans les écoles. On voit que, par exemple, les cours d'éducation à la sexualité, c'est pas encore pleinement implanté sur le territoire.
Or, on constate que les jeunes ont besoin d'avoir des espaces pour discuter de sexualité positive, de sexualité dans un contexte de relations égalitaires, de consentement, puis des rapports hommes-femmes tout court. Donc, on est encore là en 2023. Oui, hein. Ben, en tout cas, merci de nous faire un portrait, un reflet comme ça de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et puis, les 12 jours d'action, justement, est-ce que tu pourrais nous rappeler juste les détails de ces journées-là, dans le sens, c'est de quand à quand? Oui, c'est du 25 novembre au 6 décembre. Donc, ça commence le 25 novembre, qui est la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et ça se termine le 6 décembre, qui est la commémoration de l'attentat antiféministe qui a eu lieu à Polytechnique, où 14 femmes étudiantes en ingénierie avaient été assassinées. Donc, c'est vraiment une occasion pendant ces 12 jours-là, on parle de c'est quoi les violences, c'est quoi les différentes formes, qu'est-ce qu'on peut faire pour être un allié, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si moi je veux être un allié, est-ce que mon rôle, c'est de questionner la personne ou c'est d'être en mode écoute? Est-ce que mon rôle comme personne alliée, c'est de valider la personne dans son vécu? Comment est-ce que je peux bien soutenir? Comment est-ce que je peux aider une personne à se reconstruire aussi après une expérience de violence? Donc, ça, c'est des éléments pendant lesquels les organismes ont une programmation, mais on peut aussi collectivement dans nos familles, dans nos cercles d'amis, prendre cette occasion-là pour en parler, s'informer, partager des informations. Il y a beaucoup de matériel de vidéos, de documentaires, de podcasts qui ont été faits dans les dernières années et qui peuvent nous permettre de réfléchir. Évidemment, c'est des sujets qui sont chargés émotivement. Je pense que la majorité des gens ont dans leur entourage ou dans leur propre vie eu une expérience liée aux violences. Mais de changer la situation, c'est aussi de prendre conscience, d'en parler, puis de s'assurer que collectivement, on n'accepte plus ce type de comportement-là. Et merci beaucoup, Nastasia. Ben, merci à toi. Avec l'espoir d'une société sans violence. Oui, je nous le souhaite.